pas du tout dans mon... si tu vois ce que je veux dire. Dans ton quoi? Alors, t'es prêt? Dans ton quoi? Comment? Tu dis c'est pas du tout dans mon... Dans ton quoi? Dans mon style. Ah, style, Je suis pas pardon. comme ça. Je sais pas être rentre Méchante. dedans et puis... Oui, Moi, tu le sais très bien. mais oui, je Mais le là, sais très ça bien. m'a exaspérée. Il y a des gens méchants. Et stopping, quoi. Oui, bah tu as raison. Tu as raison. Bon, est-ce que tu sais... Alors, est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Ouais, moi je sais. Et toi? Je t'ai devancé, là. Ah, yes! Yes, yes! Je ne sais pas. Elle est, Bon, elle est tu as branché ton contente. micro, tu fais de l'attention que la vidéo démarre, Oui, tu fais attention à tout, tu as ton verre d'eau. oui. Ora mi tocco. Il tocco napoletano. Oui, tout est bon. Alors aujourd'hui, ça va être très très bien. Moi, je suis contente. Très bien. Alors, bah, d'abord, on va commencer par cette espèce de gong. Cette espèce du coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 12. Bah oui, c'est une date que je devrais reconnaître quand même. C'est l'anniversaire de ma grande, d'ailleurs. Nous sommes le 12 mars 2021 et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Bonjour, Voilà, bon. Dame Louloute. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau micro hier, donc vous me direz si ça va Bonjour, mieux. Nico. Bonjour micro. Dis bonjour micro, bonjour micro. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors, nous n'allons pas parler de toutes ces choses désespérantes, parce que ça commence à bien faire, on y a pensé. Ça fait un moment qu'on y pense avec Louloute, et même sans s'être concerté, on a pensé la même chose, donc on va changer de registre parce que c'est très lourd à porter, c'est très dur à vivre, encore plus à vivre bien sûr. Donc aujourd'hui nous allons parler de littérature. Alors non, c'est Pascal qui a posté un article sur cogito.com. Un article. Oui, un article. Oui. Tu veux prendre la parole peut-être? J'avais pas compris. Oui. Ah, vous pouvez pas répéter la question? Oui. Vas-y, excuse-moi. Non mais vas-y, dis ce qui a été publié. Ah, mais non, allez, vas-y. Non mais vas-y. Je t'en prie, honneur aux dames. Non, vas-y, tu vas le dire. Mais je connais pas le nom du groupe, donc comment ils s'appellent ces gens-là? C'est Feu Chatterton. Voilà, comme elle a dit, Terton. Donc c'est des Français qui ont beaucoup de talent. Le chanteur a une très belle voix, rauque. C'est un poète, un bon poète, et qui aime la poésie. Donc, et il parlait justement des paradis artificiels de Baudelaire. Alors hier soir, j'ai fait une lecture à Louloute d'une partie des paradis artificiels. Et on s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas expliquer, enfin pas expliquer, mais faire une lecture de Baudelaire, les paradis artificiels. La poésie a tellement mauvaise réputation et pourtant, je crois que les gens ont complètement oublié que les lettres françaises ont inondé le monde de cet esprit extraordinaire qu'avaient les Lumières, d'une part, qu'avait Diderot, qui a fait l'encyclopédie avec d'Alembert, qu'avait Rousseau, qu'avait également Voltaire, et tant d'autres, même si
On va encore entendre des attaques sur Voltaire. Remettez les choses dans leur contexte. Je pense que c'est mieux avant de critiquer les gens. Et les auteurs dont vous n'arrivez pas à la cheville, cessez de critiquer ceux qui font et mettez-vous à faire. Ensuite, nous verrons. Donc, il y a énormément d'auteurs français qui sont extraordinaires, qui ont tous écrit des choses magnifiques, en tous les cas dans le temps. Même Sade qui est un personnage épouvantable, était un brillant écrivain, si vous le lisez. Casanova, si vous lisez ses mémoires, c'est croustillant à souhait, d'autant qu'elles ont été écrites, ces mémoires, en français également. C'est pour dire l'importance qu'avait notre langue qui se perd dans une espèce de galimatia, de mélange de tout et de rien, quoique nous savons également que notre langue française doit beaucoup à la langue arabe, et la langue arabe est très belle, très très belle quand on sait bien la parler. Je parle de l'arabe classique, pas de l'arabe dialectal. Donc toutes les langues sont belles, quelles qu'elles soient. Quand elles sont bien parlées, même l'allemand, c'est magnifique quand il est bien parlé. Évidemment, quand vous le parlez dans le nord de l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle Hochdeutsch, c'est là où il est le plus beau. Donc, c'est très appréciable d'écouter cette belle langue. Dans d'autres Länder, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus âpre. En France, c'est pareil, c'est pareil. Donc, selon les régions, nous avons des accents et en Alsace, on a les accents alsaciens, et on parle de l'alsacien avec du français dedans, voilà. Et dans le Schnorr, c'est pareil avec des autres. C'est particulier quand même. Voilà, c'est comme ça. Et puis vous avez le niçois, et puis vous avez le provençal, et puis vous avez ci, et puis vous avez ça. Donc la langue française est extrêmement riche, et nous l'avons oubliée, nous l'oublions, et je le regrette. J'aimerais bien que les rappeurs se replongent un petit peu dans la littérature, au lieu de nous balancer des messages de haine, de colère. Il y a aussi l'amour, les gars. C'est l'amour qui sauvera le monde, c'est pas la haine, ni la colère, ni la revanche. Hein, je comprends qu'il y ait de la colère. Nous aussi, nous les fils d'étrangers, nous aussi, on est comme vous. On a aussi subi le racisme. C'est pas pour autant qu'on crache sur la France, c'est aussi notre pays. Donc ne l'oubliez jamais. Alors, les paradis artificiels, on va commencer par le goût de l'infini. Alors, c'est un texte qui a été écrit et publié, qui a été publié en 1860. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte en fait comment un auteur poétique qui est Charles Baudelaire, qui était aussi critique d'art, hein, qui a beaucoup défendu Delacroix, pour ceux qui s'intéressent à la peinture romantique, Delacroix qui va mourir 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1863. Delacroix que le peintre Renoir, le peintre Basile et le peintre Monet avaient loué un atelier juste en face du sien, au quai Fustambert, et ils espionnaient, les 3 peintres impressionnistes, futurs impressionnistes, ils espionnaient Delacroix, qui était déjà assez souffrant, et qui venait donner un coup de peinture, changer une couleur, rajouter. Et puis c'est dans les mémoires de Jean Renoir, hein, c'est son fils Jean Renoir qui parle des souvenirs de son père Pierre-Auguste Renoir. Voilà, le grand peintre impressionniste que vous connaissez tous, je l'espère. Donc Baudelaire est un homme de lettres, c'est un homme de goût. C'est pas un homme qui est toujours très gentil dans ses textes. Hein. Ce qu'il écrit sur la Belgique, c'est épouvantable. Hein. Il considère les Belges comme des gens extrêmement sales. Enfin bref, il dit des choses horribles. Mais c'est un homme qui avait une plume, et une plume remarquable. Et donc, dans ce texte, Les paradis artificiels, eh bien, vous imaginez bien que Baudelaire va nous parler de quoi? Eh bien, il va nous parler des effets du hashish sur la création. Alors, évidemment, je ne vais pas faire l'apologie du hashish, absolument pas, mais il est toujours important de savoir ce qu'ont écrit nos aïeux, nos poètes, nos auteurs, nos grands auteurs, sur ce sujet. Plus tard, oui, presque 90 ans plus tard, Jean Cocteau parlera de l'opium, de la même façon. Et c'est tout à fait intéressant également. Jean Cocteau, qui était aussi un poète extraordinaire.
Le goût de l'infini. Alors, il faut que je place ma page là pour que je puisse la lire correctement. Ceux qui savent s'observer eux-mêmes et qui gardent la mémoire de leurs impressions, ceux-là qui ont su, comme Hoffmann, construire leur baromètre spirituel, ont eu parfois à noter dans l'observatoire de leurs pensées de belles saisons, d'heureuses journées, de délicieuses minutes. Il est des jours où l'homme s'éveille avec un génie jeune, et vigoureux. Ses paupières à peine déchargées du sommeil qui les scellait. Le monde extérieur s'offre à lui, avec un relief puissant, une netteté de contours, une richesse de couleurs admirable. Le monde moral ouvre ses vastes perspectives, pleines de clarté nouvelle. L'homme gratifié de cette béatitude, malheureusement rare et passagère, se sent à la fois plus artiste et plus juste, plus noble, pour tout dire en un mot. Mais ce qu'il y a de plus singulier dans cet état exceptionnel de l'esprit et des sens, que je puis sans exagération appeler paradisiaque, si je le compare aux lourdes ténèbres de l'existence commune et journalière, c'est qu'il n'a été créé par aucune cause bien visible et facile à définir. Est-il le résultat d'une bonne hygiène et d'un régime de sages? Telle est la première explication qui s'offre à l'esprit. Mais nous sommes obligés de reconnaître que souvent, cette merveille, cette espèce de prodige, se produit comme si elle était l'effet d'une puissance supérieure et invisible, extérieure à l'homme, après une période où celui-ci a fait abus de ses facultés physiques. Dirons-nous quelle est la récompense de la prière assidue et des ardeurs spirituelles? Il est certain qu'une élévation constante du désir, une tension des forces spirituelles vers le ciel, serait le régime le plus propre à créer cette santé morale, si éclatante et si glorieuse. Mais, en vertu de quelle loi absurde se manifeste-t-elle parfois, après de coupables orgies de l'imagination, après un abus sophistique de la raison, qui est à son usage honnête et raisonnable ce que les tours de dislocation sont à la scène gymnastique. C'est pourquoi je préfère considérer cette condition anormale de l'esprit comme une véritable grâce, comme un miroir magique où l'homme est invité à se voir en beau, c'est-à-dire tel qu'il devrait et pourrait être. Une espèce d'excitation angélique, un rappel à l'ordre sous une forme complimenteuse. De même, une certaine école spiritualiste qui, à ses représentants en Angleterre et en Amérique, considère les phénomènes surnaturels tels que les apparitions de fantômes, les revenants, etc., comme des manifestations de la volonté divine, attentive à réveiller dans l'esprit de l'homme le souvenir des réalités invisibles. D'ailleurs, cet état charmant et singulier, où toutes les forces s'équilibrent, où l'imagination, quoique merveilleusement puissante, n'entraîne pas à sa suite le sens moral dans de périlleuses aventures, où une sensibilité exquise n'est plus torturée par des nerfs malades, ces conseillers ordinaires du crime ou du désespoir. Cet état merveilleux, dis-je, n'a pas de symptômes avant-coureurs. Il est aussi imprévu que le fantôme. C'est une espèce de hantise, mais de hantise intermittente, dont nous devrions tirer, si nous étions sages, la certitude d'une existence meilleure et l'espérance d'y atteindre par l'exercice journalier de notre volonté. Cette acuité de la pensée, cet enthousiasme des sens et de l'esprit ont dû en tout temps apparaître à l'homme comme le premier des biens. C'est pourquoi, ne considérant que la volupté immédiate, il a, sans s'inquiéter de violer les lois de la Constitution, cherché dans la science physique, dans la pharmaceutique, dans les plus grossières liqueurs, dans les parfums les plus subtils, sous tous les climats et dans tous les temps, les moyens de fuir, ne fût-ce pour quelques heures son habitacle de fange, et comme dit l'auteur de Lazare, d'emporter le paradis d'un seul coup. Hélas, les vices de l'homme, si pleins d'horreur qu'on les suppose, contiennent la preuve, quand ce ne serait que leur infinie expansion,
de son goût de l'infini, seulement c'est un goût qui se trompe souvent de route. On pourrait prendre dans un sens métaphorique le vulgaire proverbe « tout chemin mène à Rome » et l'appliquer au monde moral. Tout mène à la récompense ou au châtiment, deux formes de l'éternité. L'esprit humain regorge de passion. Il en a à revendre pour me servir d'une autre locution triviale, mais ce malheureux esprit, dont la dépravation naturelle est aussi grande que son aptitude soudaine, quasi paradoxale, à la charité et aux vertus les plus ardues, est fécond en paradoxes qui lui permettent d'employer pour le mal le trop-plein de cette passion débordante. Il ne croit jamais se vendre en bloc. Il oublie dans son infatuation qu'il se joue à un plus fin et plus fort que lui, et que l'esprit du mal, même quand on ne le lui livre qu'un cheveu, ne tarde pas à emporter la tête. Ce seigneur visible de la nature visible, je parle de l'homme, a donc voulu créer le paradis par la pharmacie, par les boissons fermentées, semblable à un maniaque qui remplaçait des meubles solides et des jardins véritables par des décors peints sur toile et montés sur châssis. C'est dans cette dépravation du sens de l'infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables, depuis l'ivresse solitaire et concentrée du libérateur qui, obligé de chercher dans l'opium un soulagement, a une douleur physique et ayant ainsi découvert une source de jouissance morbide, en a fait peu à peu son unique hygiène et comme le soleil de sa vie spirituelle jusqu'à l'ivrognerie, la plus répugnante des faubourgs, qui, le cerveau plein de flammes et de gloire, se roule ridiculement dans les ordures de la route. Parmi les drogues les plus propres à créer ce que je nomme l'idéal artificiel, laissons de côté les liqueurs, qui poussent vite à la fureur matérielle et terrassent la force spirituelle, et les parfums dont l'usage excessif, tout en rendant l'imagination de l'homme plus subtile, épuise graduellement ses forces physiques. Les deux plus énergiques substances, celles dont l'emploi est le plus commode et le plus sous la main, sont le hashish et l'opium. L'analyse des effets mystérieux et des jouissances morbides que peuvent engendrer ces drogues, des châtiments inévitables qui résultent de leur usage prolongé, et enfin de l'immortalité même impliquée dans cette poursuite d'un faux idéal, constitue le sujet de cette étude. Le travail sur l'opium a été fait, et d'une manière si éclatante, médicale et poétique à la fois, que je n'oserais rien y ajouter. Je me contenterai donc, dans une autre étude, de donner l'analyse de ce livre incomparable qui n'a jamais été traduit en France dans sa totalité. L'auteur, homme illustre d'une imagination puissante et exquise, aujourd'hui retiré et silencieux, a osé, avec une candeur tragique, faire le récit des jouissances et des tortures qu'il a trouvées jadis dans l'opium, et la partie la plus dramatique de son livre est celle où il parle des efforts surhumains de volonté qu'il lui a fallu déployer pour échapper à la damnation à laquelle il s'était imprudemment voué lui-même. Aujourd'hui, je ne parlerai que du hashish, et j'en parlerai suivant des renseignements nombreux et minutieux, extraits des notes ou des confidences d'hommes intelligents qui s'y étaient adonnés longtemps. Seulement, je fonderai ces documents variés en une sorte de monographie, choisissant une âme, facile d'ailleurs à expliquer et à définir comme type propre aux expériences de cette nature. Fin du paragraphe 1. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Non, déjà. Non, des chiens. Alors, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Ah non, on continue. Alors, vous avez compris que Baudelaire va nous parler du fonctionnement du hashish, mais il faut que vous sachiez que le hashish d'hier n'a rien à voir avec le hashish d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était du pavot,
comme l'opium d'ailleurs, sauf que c'était pas au même degré, hein, ça se mesurait pas de la même façon, et c'était pas du tout les mêmes drogues. À l'époque, il y avait des fumeries d'opium, donc des endroits où on pouvait fumer, et puis avoir parfois des relations coupables avec des filles qui vendaient leur printemps, selon les maisons de passe. Et il faut savoir que l'opium est une addiction absolument épouvantable, c'est-à-dire qu'au début, vous avez des réactions du corps, épidermiques quasiment, vous vomissez vos entrailles, vous êtes très mal, et puis si vous continuez, eh bien, vous commencez à devenir dépendant et vous partez dans des paradis très 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 artificiels qui peuvent vous mener jusqu'à la mort, parce que vous n'êtes plus qu'un légume après. On a utilisé l'opium comme source de destruction de l'humain. C'était très simple. Autrement, ça pouvait soulager effectivement des grands blessés qui souffraient terriblement et qui n'avaient que l'opium comme calmant à l'époque. Le hashish, c'est autre chose. Le hashish, ça se fume, ça se mange, ça se consomme différemment et les dégâts ne sont pas du tout les mêmes. Et surtout pas aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes produits, comme me disait une amie, Yamina, qui me disait, Monsieur Gendroc, le shit aujourd'hui, c'est parce qu'on l'appelle comme ça, ils mettent plein de saloperies dedans, ils mettent de la cocaïne, ils mettent des produits terribles. Donc on est loin, si vous voulez, de l'analyse de Baudelaire sur cette drogue qui aujourd'hui provoquerait sans doute bien plus de sensations à cause des produits toxiques qui y sont ajoutés. Ce qui ne veut pas dire que je vous encourage absolument pas à en consommer, au contraire. Je pense que ce produit est plutôt un produit médicinal qu'il faudrait utiliser pour sauver la santé des gens plutôt que de la détruire, mais certainement pas en le fumant. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Le cannabis thérapeutique est très efficace. Très efficace pour Parkinson, très efficace pour certains autistes, très efficace dans plein de pathologies et même pour guérir certains cancers. Alors aujourd'hui, enfin, on finit par le rendre thérapeutique. Il était temps, petit navire, parce que des gens en ont bien besoin. C'est le CBD. Chapitre 2, qu'est-ce que le hashish? Les récits de Marco Polo, dont on s'est à tort moqué, comme de quelques autres voyageurs anciens, ont été vérifiés par les savants et méritent notre créance. Je ne raconterai pas après lui comment le vieux de la montagne enfermait, après les avoir enivrés de hashish ou hashishine ou assassin, dans un jardin plein de délices, ceux de ses plus jeunes disciples à qui il voulait donner une idée du paradis, récompense entrevue, pour ainsi dire, d'une obéissance passive et irréfléchie. Le lecteur peut relativement à la société secrète des Hashishines consulter le livre de M. de Hadmer et le mémoire de M. Sylvestre de Sacy, contenu dans le tome 6 des mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et relativement à l'étymologie du mot assassin, sa lettre au rédacteur du Moniteur, insérée dans le numéro 359 de l'année 1809. Hérodote raconte que les Scythes muassaient des graines de chanvre sur lesquelles ils jetaient des pierres rougies au feu. C'était pour eux comme un bain de vapeur plus parfumé que celle d'aucune étuve grecque, et la jouissance en était si vive qu'elle leur arrachait des cris de joie. Le hashish, en effet, nous vient de l'Orient. Les propriétés excitantes du chanvre étaient bien connues dans l'ancienne Égypte, et l'usage en est très répandu sous différents noms dans l'Inde, dans l'Algérie et dans l'Arabie heureuse. Mais nous avons auprès de nous, sous nos yeux, des exemples curieux de l'ivresse causée par les émanations végétales, sans parler des enfants qui, après avoir joué et s'être roulés dans des amas de luzerne fauchées, éprouvent souvent de singuliers vertiges,
on sait que, lorsque se fait la moisson du chanvre, les travailleurs mâles et femelles subissent des effets analogues. On dirait que de la moisson, s'élève un miasme qui trouble malicieusement leur cerveau. La tête du moissonneur est pleine de tourbillons, quelquefois chargée de rêveries. À de certains moments, les membres s'affaiblissent et refusent le service. Nous avons entendu parler de crises somnambuliques assez fréquentes chez les paysans russes, dont la cause, dit-on, doit être attribuée à l'usage de l'huile de chenevis dans la préparation des aliments. Qui ne connaît les extravagances des poules qui ont mangé des graines de chenevis et l'enthousiasme fougueux des chevaux que les paysans, dans les noces et les fêtes patronales, préparent à une course au clocher par une ration de chenevis, quelquefois arrosée de vin. Cependant, le chanvre français est impropre à se transformer en hachiche, ou du moins d'après les expériences répétées, impropre à donner une drogue égale en puissance au hachiche. Le hachiche, ou chanvre indien, Cannabis indica, est une plante de la famille des urticées, en tout semblable, sauf qu'elle n'atteint pas la même hauteur au chanvre de nos climats. Il possède des propriétés enivrantes très extraordinaires qui, depuis quelques années, ont attiré en France l'attention des savants et des gens du monde. Il est plus ou moins estimé suivant ses différentes provenances. Celui du Bengale est le plus prisé par les amateurs. Cependant, ceux d'Égypte et de Constantinople, de Perse et d'Algérie jouissent des mêmes propriétés, mais à un degré inférieur. Le hashish ou herbe, c'est-à-dire l'herbe par excellence, comme si les Arabes avaient voulu définir en un mot l'herbe, source de toutes les voluptés immatérielles. Celui-ci porte différents noms, suivant sa composition et le mode de préparation qu'il a subi dans les pays où il a été récolté. Dans l'Inde, bangui, en Afrique, teriyaki, en Algérie et dans l'Arabie heureuse, madjound, etc. Il n'est pas indifférent de le cueillir à toutes les époques de l'année. C'est quand il est en fleurs qu'il possède sa plus grande énergie. Les sommités fleuries sont, par conséquent, les seules parties employées dans les différentes préparations dont nous avons à dire quelques mots. L'extrait gras du hashish, tel que le préparent les Arabes, s'obtient en faisant bouillir les sommités de la plante fraîche dans du beurre avec un peu d'eau. On fait passer, après évaporation complète de toute humidité, et l'on obtient ainsi une préparation qui a l'apparence d'une pommade de couleur jaune verdâtre et qui garde une odeur désagréable de hashish et de beurre rance. Sous cette forme, on l'emploie en petites boulettes de 2 à 4 grammes. Mais, à cause de son odeur répugnante, qui va croissant avec le temps, les Arabes mettent l'extrait gras sous la forme de confiture. La plus usitée de ces confitures, le dawamesk, est un mélange d'extrait gras, de sucre et de divers aromates, tels que vanille, cannelle, pistache, amande, musc. Quelquefois même, on y ajoute un peu de cantharide, dans un but qui n'a rien de commun avec les résultats ordinaires du hashish. Alors je me permets de faire un arrêt. Il faut que vous sachiez que dans le désert, il y a des mouches que l'on appelle les mouches cantharides, et que ces mouches-là sont des mouches qui, quand elles sont réduites en poudre, sont aphrodisiaques. Donc si on met le hashish à un peu de cantharide, donc on en fait un produit aphrodisiaque, et c'est pour ça que vous comprenez la suite qui est dit dans ce texte, dans un but qui n'a rien de commun avec les résultats ordinaires du hashish. Et oui, parce que ça devient un puissant excitant sexuel. Sous cette forme nouvelle, le hashish n'a rien de désagréable, et on peut le prendre à la dose de 15, 20 et 30 grammes, soit enveloppé dans une feuille de pin à chanter, soit dans une tasse de café. Les expériences faites par M. Smith, Gastinel et Descourtives ont eu pour but d'arriver à la découverte du principe actif du hashish. Malgré leurs efforts, sa combinaison chimique est encore peu connue.
mais on attribue généralement ces propriétés à une matière résineuse qui s'y trouve en assez bonne dose, dans la proportion de 10% environ. Pour obtenir cette résine, on réduit la plante sèche en poudre grossière et on la lave plusieurs fois avec de l'alcool, que l'on distille ensuite pour le retirer en partie. On fait évaporer jusqu'à consistance d'extrait, on traite cet extrait par l'eau qui dissout les matières gommeuses étrangères et la résine reste alors à l'état de pureté. Comme vous le savez, la cocaïne aussi est utilisée avec des solvants, donc vraisemblablement les techniques sont les mêmes. La cocaïne qui est de l'extrait de coca, cette plante que vous trouvez beaucoup en Afrique et surtout en Amérique centrale, et qui permet justement aux paysans qui la mâchent de supporter l'altitude ou de supporter la faim. Ce produit est mou, d'une couleur verte foncée et possède à un haut degré l'odeur caractéristique du hashish. 5, 10, 15 centigrammes suffisent pour produire des effets surprenants. Mais la hashishine, qui peut s'administrer sous forme de pastilles au chocolat ou de petites pilules gingembrées, a comme le dawamesque et l'extrait gras des effets plus ou moins vigoureux et d'une nature très variée suivant le tempérament des individus et leur susceptibilité nerveuse. Il y a mieux, c'est que le résultat varie dans le même individu. Tantôt ce sera une gaieté immodérée et irrésistible, tantôt une sensation de bien-être et de plénitude de vie, d'autres fois un sommeil équivoque et traversé de rêves. Il existe cependant des phénomènes qui se reproduisent assez régulièrement, surtout chez les personnes d'un tempérament et d'une éducation analogue. Il y a une espèce d'unité dans la variété qui me permettra de rédiger sans trop de peine cette monographie de l'ivresse dont j'ai parlé tout à l'heure. À Constantinople, en Algérie, et même en France, quelques personnes fument du hashish mêlé avec du tabac. Mais alors les phénomènes en question ne se produisent que sous une forme très modérée et, pour ainsi dire, paresseuse. J'ai entendu dire qu'on avait récemment, au moyen de la distillation, tiré du hashish une huile essentielle qui paraît posséder une vertu beaucoup plus active que toutes les préparations connues jusqu'à présent. Mais elle n'a pas été assez étudiée pour que je puisse avec certitude parler de ses résultats. Et là-dessus, je fais encore un petit écart pour vous dire que jusque dans les années 50, on utilisait de l'huile de hashish, de l'huile essentielle de hashish pour soigner des maux. C'était un médicament. Évidemment, comme ça soignait trop bien, eh bien on l'a retiré, Big Pharma l'a retiré pour remettre des médicaments à la place. Je reprends. N'est-il pas superflu d'ajouter que le thé, le café et les liqueurs sont les adjuvants puissants qui accélèrent plus ou moins l'éclosion de cette ivresse mystérieuse. Fin du second chapitre. Lolo, t'en continues? Ah oui? Ah, toi, t'aimes bien ça, toi. T'aimes bien ça. Troisième chapitre. Le théâtre de Séraphin. Qu'éprouve-t-on? Que voit-on? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Des spectacles extraordinaires. Est-ce bien beau et bien terrible et bien dangereux? Telles sont les questions ordinaires qu'adressent, avec une curiosité mêlée de crainte, les ignorants aux adeptes. On dirait une enfantine impatience de savoir, comme celle des gens qui n'ont jamais quitté le coin de leur feu. Et quand ils se trouvent en face d'un homme qui revient de pays lointains et inconnus, ils se figurent l'ivresse du hashish comme un pays prodigieux, un vaste théâtre de prestidigitation et d'escamotage où tout est miraculeux et imprévu. C'est là un préjugé, une méprise complète.
Et puisque pour le commun des lecteurs et des questionneurs, le mot hashish comporte l'idée d'un monde étrange et bouleversé, l'attente de rêves prodigieux, il serait mieux de dire hallucinations, lesquelles sont d'ailleurs moins fréquentes qu'on ne le suppose. Je ferai tout de suite remarquer l'importante différence qui sépare les effets du hashish des phénomènes du sommeil. Dans le sommeil, ce voyage aventureux de tous les soirs, il y a quelque chose de positivement miraculeux. C'est un miracle de la ponctualité, dont la ponctualité a émoussé le mystère. Les rêves de l'homme sont de deux classes. Les uns, pleins de sa vie ordinaire, de ses préoccupations, de ses désirs, de ses vices, se combinent d'une façon plus ou moins bizarre avec les objets entrevus dans la journée qui se sont indiscrètement fixés sur la vaste toile de sa mémoire. Voilà le rêve naturel. Il est l'homme lui-même. Mais l'autre espèce de rêve, le rêve absurde, imprévu, sans rapport ni connexion avec le caractère, la vie et les passions du dormeur, ce rêve que j'appellerais hiéroglyphique représente évidemment le côté surnaturel de la vie, et c'est justement parce qu'il est absurde que les anciens l'ont cru divin. Comme il est inexplicable par les causes naturelles, ils lui ont attribué une cause extérieure à l'homme. Et aujourd'hui encore, sans parler des onéromanciens, il existe une école philosophique qui voit dans les rêves de ce genre tantôt un reproche, tantôt un conseil. En somme, un tableau symbolique et moral engendré dans l'esprit même de l'homme qui sommeille. C'est un dictionnaire qu'il faut étudier, une langue dont les sages peuvent obtenir la clé. Dans l'ivresse du hashish, rien de semblable. Nous ne sortirons pas du rêve naturel. L'ivresse dans toute sa durée ne sera, s'il est vrai, qu'un immense rêve grâce à l'intensité des couleurs et à la rapidité des conceptions. Mais elle gardera toujours la tonalité particulière de l'individu. L'homme a voulu rêver, le rêve gouvernera l'homme. Mais ce rêve sera bien le fils de son père. L'oisif s'est ingénié pour introduire artificiellement le surnaturel dans sa vie. Et surtout dans sa pensée. Mais il n'est, après tout, malgré l'énergie accidentelle de ses sensations, que le même homme augmenté, le même nombre élevé à une très haute puissance. Il est subjugué, mais, pour son malheur, il ne l'est que par lui-même, c'est-à-dire que la partie déjà dominante de lui-même, il a voulu faire l'ange, et il est devenu une bête momentanément très puissante, si toutefois on peut appeler puissance une sensibilité excessive, sans gouvernement pour la modérer ou l'exploiter. Que les gens du monde et les ignorants, curieux de connaître des jouissances exceptionnelles, sachent donc bien qu'ils ne trouveront dans le hashish rien de miraculeux, absolument rien que le naturel excessif. Le cerveau et l'organisme sur lesquels opère le hashish ne donneront que leurs phénomènes ordinaires, individuels, augmentés, il est vrai. Quant au nombre et à l'énergie, mais toujours fidèles à leur origine, l'homme n'échappera pas à la fatalité de son tempérament physique et moral. Le hashish sera, pour les impressions et les pensées familières de l'homme, un miroir grossissant, mais un pur miroir. Voilà la drogue sous vos yeux. Un peu de confiture verte, gros comme une noix, singulièrement odorante, à ce point qu'elle soulève une certaine répulsion et des velléités de nausée, comme le ferait du reste toute odeur fine et même agréable portée à son maximum de force, pour ainsi dire de densité. Qu'il me soit permis de remarquer en passant que cette proposition peut être inversée et que le parfum le plus répugnant, le plus révoltant deviendrait peut-être un plaisir s'il était réduit à son minimum de quantité et d'expansion. Voilà donc le bonheur, il remplit la capacité d'une petite cuillère. Le bonheur avec toutes ses ivresses, toutes ses folies, tous ses enfantillages. Vous pouvez avaler sans crainte, on n'en meurt pas. Vos organes physiques n'en recevront aucune atteinte.
Plus tard, peut-être, un trop fréquent appel au sortilège diminuera-t-il la force de votre volonté. Peut-être serez-vous moins homme que vous ne l'êtes aujourd'hui, mais le châtiment est si lointain et le désastre futur d'une nature si difficile à définir. Que risquez-vous? Demain, un peu de fatigue nerveuse. Ne risquez-vous pas tous les jours de plus grands châtiments pour de moindres récompenses? Ainsi, c'est dit. Vous avez même, pour lui donner plus de force et d'expansion, délayé votre dose d'extrait gras dans une tasse de café noir. Vous avez pris soin d'avoir l'estomac libre, reculant vers 9 ou 10 heures du soir le repas substantiel pour livrer au poison toute sa liberté d'action. Tout au plus dans 1 heure, prendrez-vous une légère soupe. Vous êtes maintenant suffisamment lesté pour un long et singulier voyage. La vapeur a sifflé, la voiture est orientée et vous avez sur les voyageurs ordinaires ce curieux privilège d'ignorer où vous allez. Vous l'avez voulu, vive la fatalité. Je présume que vous avez eu la précaution de bien choisir votre moment pour cette aventureuse expédition. Toute débauche parfaite a besoin d'un parfait loisir. Vous savez d'ailleurs que le hashish crée l'exagération non seulement de l'individu, mais aussi de la circonstance et du milieu. Vous n'avez pas de devoir à accomplir exigeant de la ponctualité, de l'exactitude, point de chagrin, de famille évidemment, point de douleur d'amour. Il faut y prendre garde, ce chagrin, cette inquiétude, ce souvenir d'un devoir qui réclame votre volonté et votre attention, à une minute déterminée, viendrait sonner comme un glas à travers votre ivresse et empoisonnerait votre plaisir. L'inquiétude deviendrait angoisse, le chagrin torture, et si toutes ces conditions préalables observées, le temps est beau, si vous êtes situé dans un milieu favorable, comme un paysage pittoresque ou un appartement poétique, décoré, si de plus vous pouvez espérer un peu de musique, alors tout est pour le mieux. Il y a généralement dans l'ivresse du hashish 3 phases assez difficiles à distinguer, et ce n'est pas une chose peu curieuse à observer. Chez les novices, que les premiers symptômes de la première phase. Vous avez entendu parler vaguement des merveilleux effets du hashish. Votre imagination a préconçu une idée particulière, quelque chose comme un idéal d'ivresse. Il vous tarde de savoir si la réalité sera décidément à la hauteur de votre espérance. Cela vous suffit pour vous jeter dès le commencement dans un état anxieux, assez favorable à l'humeur conquérante et envahissante du poison. La plupart des novices, au premier degré d'initiation, se plaignent de la lenteur des effets. Ils les attendent avec une impatience puérile et la drogue n'agissant pas assez vite à leur gré, ils se livrent à des fanfaronnades d'incrédulité qui sont fort réjouissantes pour les vieux initiés qui savent comment le hashish se gouverne. Les premières attentes, comme les symptômes d'un orage longtemps indécis, apparaissent et se multiplient au sein même de cette incrédulité. C'est d'abord une certaine hilarité, saugrenue, irrésistible, qui s'empare de vous, cet accès de gaieté non motivée dont vous êtes presque honteux. Celles-ci se produisent fréquemment et coupent des intervalles de stupeur pendant lesquels vous cherchez en vain à vous recueillir. Les mots les plus simples, les idées les plus triviales prennent une physionomie bizarre et nouvelle. Vous vous étonnez même de les avoir jusqu'à présent trouvés si simples. Des ressemblances et des rapprochements incongrus, impossibles à prévoir, des jeux de mots interminables, des ébauches de comiques jaillissent continuellement de votre cerveau. Le démon vous a envahi, il est inutile de régimber contre cette hilarité douloureuse comme un chatouillement. De temps en temps, vous riez de vous-même, de votre niaiserie, de votre folie, et vos camarades, si vous en avez, rient également de votre état et du leur. Mais comme ils sont sans malice, vous êtes sans rancune. Donc je vais arrêter là, et vous aurez la suite, quand on pourra vous l'offrir. Merci. Sinon, vous pouvez télécharger gratuitement
Les paradis artificiels de Charles Baudelaire sur Kindle, sur Amazon, c'est gratuit. Voilà. Oui. Un petit commentaire, Dame Louloute? Eh bien, écoute, un grand merci. C'est vrai que c'était, ça nous a fait, je pense, le plus grand bien. Donc, bon, moi, personnellement, ça m'a... Oui, c'était très bien. J'espère que on te redemandera de temps en temps Nous verrons. une lecture comme ça. Nous avons plein d'autres textes dans notre besace ou dans notre bibliothèque qui sont tous aussi enrichissants. Mais ça, je trouve que c'est un texte très particulier parce que c'est vraiment une étude. Et on sent bien la méthode qui est employée. Il utilise une méthode scientifique. Et c'est assez brillant de sa part, mais comme Baudelaire était un homme brillant, de toute façon, ce n'est guère surprenant. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Au moins nous avons parlé le français, le beau français que nous aimons, et qui ne doit pas être oublié parce que c'est une si belle langue. Ah oui. Merci pour votre attention. Nous vous saluons, Louloute et moi. Et, à très vite. Et nous vous disons à bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.